Le sentiment qui l'avait envahie était si intense qu'elle sentit perler sur ses joues flétries de grosses larmes qu'elle essuya furtivement du revers de la main. Et les bulletins météo se multipliaient sur RFO, aussi alarmants les uns que les autres. Journalistes et animateurs se relayaient au micro pour mettre en garde la population de la proximité du danger. Entre deux programmes, la voix du chef du département se fit entendre. Le cyclone menaçait directement l'île de la Guadeloupe. On avait déclenché les alertes qui confirmaient de façon très nette l'ampleur du phénomène. Mans Clémence ne savait où donner de la tête, et son grand âge n'arrangeait pas les choses. Dans un coin de la case était posé un tas de linge qu'elle avait avec peine frotté la veille sur une grosse roche de la rivière. Son châle madras et sa jupe plissée étaient encore tout chiffonnés. Elle n'aurait pas le temps de les repasser. Sur une petite étagère, dans la chambre à coucher, une statuette de Notre-Dame de Lourdes, cadeau de la fille de sa commère, Andréna, qui était allée en France visiter la Dame Blanche de la Grotte. Mans Clémence se signa en balbutiant quelques prières à la Madone. À cet instant, le transistor posé sur le dressoir du petit salon fit entendre la voix nasilleuse de l'animateur du moment qui invitait la population à rester à l'écoute de la radio. La veille au soir à Morne-Fleury, à 2 pas de Saint-Christophe, avait eu lieu une soirée léose. La plupart des hommes du hameau s'y étaient rendus. Quelques-uns avaient emmené leurs compagnes aux festivités. C'était une nuit gros tambour pour célébrer dans la joie les 100 ans de Saturnin Belzazou, le doyen de la région. 100 ans et presque toutes ses dents. Le vénérable centenaire, grand nègre pimpant au port altier et au cou de peigne carapate sur cheveux argentés, fumant la pipe, avait toujours bon pied bon oeil. Dans son village, il était Missier c'est tout. L'homme qui savait tout, peut-être parce qu'il était d'un autre siècle, mais aussi parce qu'il avait exercé la profession redoutée de quimboiseur. Disparaître le prenait souvent, disait-on à Saint-Christophe. Saturnin Belzazou avait eu plusieurs épouses, 3 ou 4, on ne savait plus trop dans la région, des compagnes qui n'étaient plus. Il vivait donc en solitaire dans sa case le reste de son temps. Un temps bien long, pensait Mans Clémence, qui chaque jour que Dieu fait allait lui apporter son mets préféré, une petite gamelle de fruits à pain et chiquetaille de morue salée. La vieille dame avait ce jour-là préparé un gâteau patate douce en guise de présent, friandise que le vieillard, encore bien vert, savourait à pleine bouche, arrosé de punch au Montbain. L'odeur parfumée du fruit mêlée au feu de l'alcool avait un effet particulier sur Belzazou qui, lors des veillées de Saint-Christophe, s'emparait de la parole pour ne lâcher qu'au premier coup de tambour. Cette nuit du 15 septembre, la lune était haute, les étoiles en multitude, dans un ciel éclatant de lumière, reflétant toute la puissance divine. Les rires des habitants du hameau se rendant à la fête de Saturnin à Morne-Fleury, les bras chargés de fleurs et de fruits, sonnaient dans la nuit, se mêlant à la musique des insectes. Des myriades de lucioles, petites bêtes à fées, tombées vivantes d'une constellation, évoluaient en ballets clignotants dans la fraîcheur de l'Alizé. Le son des tambours, rythmant Léose, Tumblak, Ladjia et Goka, avait retenti toute la nuit. Tambouillés et répondeurs avaient donné la voix à des refrains imprégnés de la nostalgie d'une époque qui n'était plus que souvenir. Sur le coup de minuit, heure de la danse d'honneur, on avait installé Belzazou sur son trône de vénérable, une berceuse en bois verni supportant tout le poids de son siècle. Et le centenaire avait invité Mans Clémence à prendre place auprès de lui. La vieille dame en était toute fière. L'aïeul, endimanché, vivait à la fois une folle nuit et une énième jeunesse. Et les tambours sonnaient. « Vive Belzazou !» répondaient les chœurs, dans une explosion de joie comparable au grand défoulement carnavalesque. Sous un cocotier était assis, solitaire, un petit homme au teint cuivré et aux longs cheveux noirs coiffés d'un chapeau de paille et fumant la pipe. Son regard était absent, malgré les clameurs de la fête. Il semblait vivre une autre vie. Le petit homme, rouge, aux sourcils abondants, répondait au surnom de Kouli. Et contrairement à Belzazou, il ne parlait pas beaucoup. Kouli n'ouvrait la bouche en fait que pour annoncer une nouvelle extraordinaire.
Oh, dans la région, on ne lui accordait aucun crédit, mais on lui reconnaissait de temps à autre quelques qualités de clairvoyance. Cooley avait un instant perturbé le déroulement des festivités en débitant à grands cris un flot de paroles incohérentes. Il avait fait le tour de l'assemblée à la manière d'un possédé et il s'était arrêté tout à coup devant la berceuse, supportant Belzazou, moulinant un index accusateur et fixant la lune suspendue aux cieux. Clémence s'était mise à trembler comme à la vue d'un monstre. « La lune, la rouge !» avait hurlé Cooley, à qui ne voulait l'entendre. « Malheur sur la Guadeloupe ! Malheur sur la Guadeloupe! La lune, la rouge !»« Tais-toi! Tais-toi, paie-la !» avait crié à son tour Belzazou, qui s'était dressé, raide comme un piquet. Un silence de mort, pourtant chargé d'angoisse, s'était emparé soudain de la multitude. Le vieillard célèbre s'était levé de son siège au prix de quelques craquements d'eau pour ordonner à Cooley de se taire, et ce d'une voix tonitruante à faire détaler sa majesté Chrysopompe de Pompinas, le diable. Le petit homme aux longs cheveux noirs s'était écarté à reculons en marmonnant quelques onomatopées incompréhensibles. Tous les compagnons de réjouissance du vieux nègre, élégant, s'étaient rassemblés en petits groupes serrés, poussant des exclamations empreintes de superstition et de crainte. Cooley avait parlé, Cooley avait parlé. Et à ce moment-là, Clémence avait fermé les yeux. Tambour levé. Et soudain, les bouches s'étaient remises à crier et à chanter, les jupes s'étaient relevées, les pantalons retroussés au rythme métallique du gros cas. Magie des gestes, sautillement frénétique, coups de rein, contorsion d'hommes et de femmes s'exprimant avec leur corps, héritage et image d'un passé ancestral à la fois proche et lointain. À mesure que fuyaient les heures de nuit, tambouillés et marqueurs endiablaient l'atmosphère. La peau de cabri chantait un chant de joie, poussait une sorte de cri de guerre, hurlait à la mort ou à la vie et implorait les dieux Yorumba. Elle avait mal sous les coups saccadés de ses doigts ensorcelés et ensanglantés. Et les astres semblaient bouger dans l'espace. Saturne, Vénus, Jupiter, Uranus, ivres de lune et de lumière, entendaient de haut en bas les palpitations ventriculaires de Morne Fleury. Un grand nègre noir qui répondait au patronyme de Bosco avait fendu les cannes et pénétré au milieu d'un cercle de danseurs. Bosco avait entendu sonner un son. L'homme, à la peau d'ébène, était simplement vêtu d'un pagne immaculé descendant à la moitié des cuisses. Sa réputation de danseur de tambour avait dépassé les limites de la contrée. Un pas à droite, un pas à gauche, les bras en l'air. Bosco, l'homme sans os, se contorsionnait à faire gicler la sueur. À mesure que le son du tambour résonnait dans la nuit, on croyait entendre les chants des vieux paroleurs, messages transmis de bouche à oreille, de père en fils depuis la nuit des temps, entre mornes et plantations. Et le son des tambours s'était fait de plus en plus lancinant, de plus en plus syncopé, comme les ordres agacés des commandeurs d'habitation. Bosco, nègre à la peau pain brûlée, avait dansé, dansé, crié, crié, dansé, crié en se désarticulant en gestes érotiques et frénétiques, sous de vapeurs, d'odeurs de tafia et de sueur. À cette heure de lune, où dorment les habitations, où les chiens hurlent à la mort sur le passage de la diablesse, Morne Fleury invoquait ses bons génies. Une façon comme une autre d'oublier les paroles étranges de Cooley. « La lune, la rouge! La lune, la rouge! Malheur sur la Guadeloupe !» Et l'homme aux longs cheveux noirs avait même quitté la fête, telle une ombre furtive se glissant à travers les broussailles, ombre éclairée par quelques rayons de la sphère céleste et auréolée de la fumée de vieilles pipes. Clémence avait au fond de son cœur prié Léonce, feu son chabin asier gris. Le 16 septembre avait soufflé sur Saint-Christophe un vent de fièvre. Les pêcheurs avaient profité du premier vent pour regagner le rivage et ramener à terre leur saintoise désespérément vide. La mer était grosse. Les bancs de poissons multicolores avaient regagné les abysses. Et au fond du regard des hommes de la mer pouvait se lire une lueur de détresse. À terre, au-dessous des nuages chargés de pluie, la savane offrait encore son lit de verdure à l'appétit des zébus. Alentour, les bambous faisaient danser leur bois en plaintes sinistres et grinçantes.
la campagne avide de soleil qu'émandaient les derniers rayons de l'astre de lumière. Et dans cette confusion d'arbres était à peine perceptible le murmure des rivières. Dans le lointain sonnait une cloche au timbre argenté, teintée d'une funèbre mélancolie. On célébrait à la hâte les obsèques d'Isidore Nofrappe, 49 ans, le facteur du village, renversé par un char à canne dans l'exercice de sa profession. Cérémonie empreinte de tristesse dans la petite chapelle des dimanches de messe. Seule la famille et quelques amis et alliés avaient pris place autour du cercueil pour pleurer le porteur de nouvelles. Les habitants de Saint-Christophe, quant à eux, pour la plupart n'avaient pas suivi le cortège, mais avaient prié dans leur cœur pour Isidore, le facteur à bicyclette. Mère Clémence, elle aussi, avait promis de dire quelques Notre Père, et je vous salue pour le repos de son âme. À la Toussaint, elle déposerait sur sa tombe une bougie Saint-Michel et une rose Cayenne. Paix à son âme, c'était un bon garçon. Il aimait bien siffler les filles. Il est mort bien jeune, avait soupiré la vieille dame. Hier encore, il m'avait remis un colis envoyé de la métropole, et je dis là, il pâtit. Seigneur, pardonnez-lui ses péchés. Faites qu'il évite les feux de l'enfer. L'alerte numéro 1 vient d'être déclenchée. Mon Dieu, Seigneur, Gémit Mère Clémence. Léonce, où es-tu? Le bitail est sur nous. Saisissant un cabas, elle se précipita affolée au dehors, fit quelques pas sur l'herbe mouillée et scruta le ciel. La cime couronnée de nuages de dames souffrières s'élevait majestueusement de l'autre côté de la campagne. La vieille dame vociféra quelques menaces à l'endroit de malfaiteurs, le chien fer revenu à la case, accompagné d'une meute affamée. Peut-être pas. Je deviens folle. Je deviens folle. Jésus, Marie, Joseph. Mère Clémence ne savait où donner de la tête. Cyclone 28, Betsy, Cléo, Inès soufflaient de toute leur force dans sa tête, inondant son cerveau de sang, de sons, d'images, de déluges, de courses folles à travers champs, lui arrachant sanglots, cris de détresse et flots de larmes, et ravageant sa conscience, détruisant aussi sa clairvoyance. Où est mon parapluie? Oui. Il est resté près de la table de nuit. Saint-Antoine, venez à mon secours. Moi qu'un mort. Clémence revint sur ses pas, faillit buter contre une jarre accolée à la case, pénétra, prise de panique, dans le petit salon et referma avec violence portes et fenêtres. Sa main droite, dans la poche de sa jupe, égrenait nerveusement les petites boules de son chapelet. Il était grand temps de prier la Madone. Dans l'air venait de passer un colibri, fou de l'air du temps. Toute l'après-midi avait été bruyante entre Saint-Christophe et Morne-Fleury. Le tintamarre dissonant des marteaux, consolidant feuilles de tôle rongées par la rouille et persiennes corrodées par le temps, assourdissait le pays. Dans les lolos, dans les débits d'alcool de Mont-Séraphine et Tinestor, toutes sortes de rumeurs allaient bon train, s'amplifiant au fil des kilomètres et des coups de langue. Ici, on se refusait à croire au danger. Là, on appréhendait une catastrophe. Pire, on évoquait la disparition de l'île tout entière, noyée par un déluge comparable à celui qu'avait vécu Noé, l'Ancien, coincé dans son arche avec ses compagnons d'infortune. Aux 4 chemins Bellevue, on avait même aperçu le vieux camion rouillé de Rigobert Malcanard, transportant cases et familles en des lieux bien plus sûrs, dans un autre coin de l'île. Si Dieu veut, on reverrait peut-être un jour Rigobert à Saint-Christophe. Une vieille camionnette toute cabossée emmenait à un pèlerinage de dernière heure quelques âmes sensibles au pied de la Vierge de l'Enfant Jésus à Morte-Cannelle. Une bande de cultivateurs, sacs de racines sur la tête, sabre à la main, regagnaient en longue marche haletante leur demeure. Un véritable ballet d'allées et venues angoissées entre ciel et terre. Un ciel faisant la gueule à la nature avant de déclencher tous ces orages et de donner le ton au chant machiavélique psalmodié par la tempête. Une terre palpitant au rythme des sautes d'humeur du maître de l'univers.